Et c'est parti, on se retrouve pour le 345e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, on vient parler vélo, on vient parler cyclisme. Le Coup Tordu, c'est, vous le savez, le podcast des passionnés. Pour les passionnés, on est en plein cœur du mois d'août 2025 et il y a des courses dans tous les sens. Il y a le Tour de l'Ain, il y a l'Arctic of Norway qui va débuter ce jeudi 7 août 2025. On a bien évidemment la course World Tour du Tour de Pologne et on a le Tour de Burgos. Alors, excepté le Tour de l'Ain, c'est des courses sur lesquelles on peut parier en France, voilà, depuis quelques semaines. Désormais, l'ANJ autorise ces courses. Donc, je rappelle que le Coup Tordu est avant tout un podcast de cyclisme avant d'être un podcast de betting, qu'on peut faire du fantasy, on peut chercher à savoir qui sera le vainqueur, à décrypter la course de manière totalement gratuite. Et pour ceux qui jouent de l'argent, jouer avec excès comporte des risques et les jeux d'argent sont totalement interdits aux mineurs. Big up à la Tib, big up à Enzo, voilà, vous les retrouverez très très bientôt dans le Coup Tordu. C'est vrai qu'en ce moment, je prends le micro de manière un petit peu impromptue. J'ai un emploi un petit peu du temps un petit peu chargé, donc c'est compliqué de se caler. Un coup j'allume le podcast à 19h, un coup je l'allume à 23h, donc compliqué de se caler avec les potos, mais vous les retrouverez bien évidemment très très vite dans le Coup Tordu. J'ai énormément de choses à vous dire, on a énormément de choses à partager dans ce 345e épisode du Coup Tordu. Déjà, on va revenir sur ce qui s'est passé, donc preview, voilà, je vous le dis, on va faire la preview de la deuxième étape du Tour de l'Ain, on va faire la preview de la première étape de l'Arctic of Norway, et un petit mot également du classement général, la quatrième étape du Tour de Pologne et la troisième étape du Tour de Burgos. On va revenir donc sur ce qui s'est passé. On était parti aujourd'hui sur le Tour de Pologne, sur la victoire et le top 3 de Brandon McNulty. Et on a eu, on va dire, une petite surprise un petit peu à la manière du Tour de Pologne. Voilà le Tour de Pologne. Du cirque. C'est du cirque, le Tour de Pologne. Je mets pas souvent des jingles dans le Coup Tordu, mais... Non, mais c'est un cirque. Franchement, c'est un cirque, cette course. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la course, je vais résumer un petit peu ce qui s'est passé. À 19 km de l'arrivée, on a 3 coureurs qui partent dans le talus, dont le maillot jaune, Paul Lapera. 3 mecs dans le talus. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont bien. D'ailleurs, Lapera, on ne sait pas s'il a abandonné, pas abandonné. Toutes les infos étaient contradictoires. Voilà. Moi, j'espère que Paul Lapera va bien. 3 coureurs dans le talus, on arrête la course. On arrête la course. Il y a 3 mecs qui tombent, on arrête la course. Alors après, voilà, je vais quand même laisser un petit peu de, on va dire, le bénéfice du doute aux organisateurs. Je sais pas comment étaient placées les ambulances, les routes avaient l'air assez étroites, il y avait peut-être des problématiques de sécurité. On a voulu prendre zéro risque. C'est quelque chose que je peux entendre. Sauf que on arrête la course, on est à 19 km de l'arrivée, mais on arrête le peloton, mais on n'arrête pas les 3 mecs qui sont devant, si vous voulez, qui ont à peu près, au moment où ça s'arrête, qui ont à peu près 22-23 secondes d'avance. Donc on les laisse et ils continuent leur effort. Donc à un moment donné, ils ont quasiment 1 minute 30 d'avance, même un peu plus. Et on est à 14 km de l'arrivée et on dit enfin aux 3 mecs qui sont devant, les gars, va falloir vous arrêter parce qu'en fait, il y a un incident derrière et pour l'instant, on bloque, on temporise tout. Donc il me semble que les coureurs sont reliés à ce qui s'appelle des oreillettes. Il me semble qu'à l'avant, il y a des organisateurs de course. Donc à minima, si on arrête le peloton, on peut arrêter les coureurs qui sont devant et peut-être reprendre la course, non pas à 14 km de l'arrivée comme ça a été le cas aujourd'hui, mais à 19 km de l'arrivée. On a eu à peu près le même cas sur Paris-Nice cette année, à peu de choses près. Ça a été beaucoup mieux géré par l'organisateur de Paris-Nice. Même si tout n'est pas toujours parfait dans ce genre de décision, c'est là où quand même on voit des professionnels et des amateurs. Mais c'est pas tout. Pendant que tout le monde est arrêté, il y a des coureurs qui avaient été largués dans les différentes ascensions, qui reviennent et qui reprennent tranquillement leur place dans le peloton. Donc au lieu de repartir à 19 bornes de l'arrivée, on repart à 14 km de l'arrivée, juste au pied du dernier talus qui est décisif. Et il y a une info qui commence à tourner, comme quoi finalement on va pas prendre en compte le classement général sur cette étape. Les coureurs vont simplement aller courir pour aller décrocher une victoire World Tour, mais finalement les autres peuvent terminer en roue libre. Ça sera pas comptabilisé pour le classement général. Puis les informations sont contradictoires. Finalement, c'est le commissaire de course qui va décider dans la soirée. Donc, si vous voulez, un petit peu pour démobiliser les équipes, j'ai envie de dire, il n'y a pas mieux. Donc, finalement, on laisse rentrer les mecs qui s'étaient fait larguer à l'arrière. On fait la course. Il y a un petit groupe qui part. Victoire à la fin de
Ben Turner, qui lui-même avait été lâché. Donc, moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on bloque la course, mais il faut bloquer à ce moment-là tous les échelons de la course. Donc, on aurait pu arrêter la course à 19 km de l'arrivée, ce qui aurait complètement changé la donne. On aurait pu laisser le classement général se jouer normalement, et ceux qui étaient derrière, on aurait pu les laisser à l'arrière. Donc voilà, donc je le redis, ce Tour de Pologne est un cirque intersidéral. C'est pas la première fois, il y a eu des choses beaucoup plus graves qui se sont passées, notamment le fameux sprint de Fabio Jakobsen, et là j'ai pas du tout envie de sortir la musique du cirque, un sprint en descente. Donc ouais, je suis encore surpris que cette course ait l'agrément World Tour. Voilà, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi j'ai trouvé que on a vu récemment ce genre de prise de décision sur d'autres courses. Je vous donnais l'exemple de Paris-Nice. C'est jamais optimal dans ces décisions. Le commissaire de course, c'est comme vous et moi, c'est un être humain. Il a quelques secondes véritablement pour prendre la décision, mais là, il me semble qu'il y a 3-4 décisions qui ont été véritablement prises en dépit du bon sens. On a quand même une petite bonne affaire au niveau des pronos sur ce Tour de Pologne. Bon, Brandon McNulty s'est perdu, mais maintenant sa cote au niveau pour la victoire au classement général, sa cote qui était à 6, on l'a pris hier à 6 dans le podcast, sa cote est désormais descendue à 2,50. Donc on a quand même été choper une très très belle value dans l'histoire. C'est vrai que pour moi il a un edge sur le contre-la-montre final de ce Tour de Pologne. Il est qu'à 14 secondes au classement général. Donc je vais pas dire que c'est bien parti, je vais pas dire que ça sent bon, mais désormais il est largement favori au classement général. Le Tour de Burgos, très compliqué de le voir en France. Il n'est pas diffusé sur l'équipe, il n'est pas diffusé sur Eurosport. Je vous en ai parlé hier. Je vous avais parlé de Matteo Malucelli. Voilà, vite fait, Matteo Malucelli. Je vous en reparle. Il termine deuxième de l'étape devant Moschetti. Moi, encore une fois, c'est le type de coureur, c'est le type de casting que j'aime bien en World Tour. Je sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Le Stratège avec Brad Pitt. Moi, c'est pour moi un film culte, tiré d'une histoire vraie, l'histoire de cet entraîneur qui récupère une équipe de baseball et qui décide de faire une équipe avec des joueurs complètement sous-cotés, des mecs soit parce qu'ils sont pas beaux, parce que le public les aime pas, ou alors ils ont eu des mauvais comportements ou des blessures, et donc ils récupèrent un petit peu une équipe un peu de bric-à-brac de mecs qu'ils estiment totalement sous-cotés, et ils les amènent en finale du championnat américain. Donc moi c'est le type de coaching que j'aime bien, un petit peu comme dirait Kylian Mbappé, me parle pas d'âge. Donc Matteo Malucelli, voilà, je vais pas vous redire ce que j'ai dit hier, j'étais dans une équipe japonaise et à plus de 30 ans, la team Astana lui redonne une chance en World Tour, et voilà, il finit deuxième aujourd'hui sur l'étape de Burgos. Bon, je l'avais pas pris, je vous en avais parlé, mais voilà, je suis content pour le coureur. Et enfin sur le Tour de l'Ain, alors j'avais un PLT sur Jordan Jegat, un petit peu dégoûté quand même, parce que si vous avez vu la course, juste avant l'ascension du col de Porte, vraiment juste avant, il part dans le talus en fait. Voilà, il part dans le talus. Heureusement que Matteo Vercher était là pour le relever. Alors je pense qu'il s'est rien fait parce que vraiment il est tombé dans l'herbe, mais sauf que c'était le moment où les Visma étaient en train de visser et de faire un gros train pour monter l'ascension à fond, et donc il se fait décrocher au pire moment et il doit faire un gros effort pour remonter sur la tête de course, tête qui voilà, il réussira à reprendre la tête de la course uniquement dans le final. Donc compliqué de juger Jordan sur cette étape. Ensuite, pour ce qui s'est passé, doublé de la Groupama FDJ. Alors si vous n'avez pas vu la course et que vous regardez Pro Cycling Stats, et ce que je vais dire ne plaira pas à Marc Madiot, mais je vais le dire quand même. Bon, pour moi, clairement, hold up, victoire en trompe-l'œil. On a doublé de la Groupama FDJ avec Tom Donner-Witt, le Donuts. D'ailleurs, je suis passé complètement au travers de l'histoire de ce garçon. Il était encore amateur, il a 27 ans. Il y a 3 ans, il était encore amateur. Enfin, il a eu une progression dans le vélo qui est incroyable. Il remporte l'étape. Deuxième, David Gaudu, donc doublé au sprint, mais clairement dans le col de Porte, ils se sont fait littéralement manger par les Visma, et ils se sont fait manger aussi par les Décathlon AG2R, notamment par Nicolas Prudhomme. Donc ils sont revenus dans la descente, ils ont fait un bon sprint, il y a eu un bon travail d'équipe de la part de la Groupama, mais de manière très claire, aujourd'hui, ils n'étaient pas les plus forts. Donc ils sont contents de leur victoire, félicitations, bravo, mais je pense que c'est pas ce qu'on va avoir sur la deuxième et sur la troisième étape. Je vous avais dit qu'on ferait un petit point sur la Cofidis au niveau du classement World Tour, voir un petit peu
peu les enjeux de cette fin de saison. On le reportera sur un prochain podcast parce qu'il y a énormément de choses. On a quand même 4 courses demain. Et puis pareil, je ferai aussi un petit point très très rapidement sur Side Limit parce que ça discute beaucoup, il y a beaucoup d'interrogations et c'est bien qu'il y ait des interrogations, il y a pas mal de discussions. Donc voilà, je vous donnerai mon analyse un petit peu sur ce qui se raconte dans les Discord sur Side Limit, qui est notre jeu de fantasy préféré, jeu de NFT, jeu de fantasy où on joue avec ses propres NFT. Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça dans le prochain podcast ou en gros d'ici à ce week-end. Donc on va attaquer ce podcast, on va parler des 4 courses qui ont lieu ce jeudi 7 août. Voilà, moi j'ai les cotations au moment où j'enregistre, c'est les cotations qui commencent à tomber sur le Bookref. On va commencer par le Tour de l'Ain. Alors moi je vais me fier un petit peu à ce que j'ai vu dans l'ascension. Clairement Kian était bien, Kian Brooks qui était largement au-dessus de ce que j'imaginais. Je suis content parce que Kian c'est un peu comme Arnaud Delis. Voilà, il a eu beaucoup de problèmes de santé ces derniers temps, il revient très très vite et ça véritablement c'est ce que j'aime. Il me semble que dans l'ascension du col de Porte, Kian et Nicolas Prudhomme étaient les deux plus forts. Ben Tullet, je le mets un petit poil en retrait, il a décroché par moment. On va avoir une étape assez différente sur cette deuxième étape du Tour de l'Ain. Là, en gros, sur la première étape, on avait une montée sèche, montée du col de Porte. Ensuite, on redescendait et sprint. Là, on va finir du côté de Montjura. On va avoir, 3350 mètres de dénivelé positif sur 150 bornes, c'est quand même pas mal, avec le col de Mentières, avant-dernier col de la journée. Ensuite on va redescendre et puis on aura une remontée vers l'Elex où sera jugée l'arrivée. Donc ça sera vraiment une étape où il y aura beaucoup plus de up and down, étape de costaud. Moi je vais donner un edge et un avantage à Nicolas Prudhomme. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même des descentes qui sont relativement techniques par endroit. On sait que Kian c'est un très mauvais descendeur, donc il va je pense bouffer un peu d'énergie dans les descentes. Je pense que Nicolas Prudhomme a de quoi tenir Kian Brooks. Donc Kian Brooks pour moi sur cette étape là il a 2 défauts. Le premier c'est les descentes et le deuxième c'est qu'il a un très mauvais sprint. Et voilà, pour régler l'histoire en petit groupe, je fais beaucoup plus confiance à Nicolas Prudhomme qu'à Kian Brooks. Donc, pour moi, voilà, on a une cotation qui est aux alentours de 3,75. Alors, c'est pour les francophones de l'étranger, mais pour moi, il y aura un pic à la victoire de Nicolas Prudhomme, 0,12% de bankroll. Pour moi, j'y vois une petite value. Victoire de Nicolas Prudhomme, 0,12% de bankroll avec une cote à 3,75. On va enquiller directement sur le Tour de Burgos. Tour de Burgos, alors on a une étape de montagne, ça, on va pas monter très très haut en altitude, mais on a le Puerto de Oduna, excusez-moi si je me trompe sur la prononciation. Donc on a un vrai col situé dans le final, dont le sommet sera jugé à 22 km de l'arrivée. Ensuite on aura une descente et le bas de la descente on sera à peu près à 16-17 bornes de l'arrivée. Alors au niveau de la météo, voilà, ça sera complètement neutre, il y aura quasiment pas de vent sur l'étape. Maintenant cette ascension, donc elle est assez régulière, cette ascension qu'on va avoir dans le final, 8 km à 7,4% de moyenne. Il n'y a pas de gros pourcentage de côte, on est tout le temps en prise entre 7 et 8% de moyenne, donc logiquement ça pourrait tenir pour un petit groupe de coureurs, sauf que en amont de cette côte on va quand même avoir 2 petits talus très très raides qui à mon avis vont casser les pattes, donc juste avant cette ascension. Et voilà, je pense qu'un homme seul peut se détacher dans cette ascension et ensuite aller jouer la gagne. En tout cas, s'il y a un groupe, pour moi ils seront pas très très nombreux. Alors ce qui m'intéresse vraiment au niveau des bêtes sur cette étape, elle m'intéresse beaucoup, c'est que les 2 favoris c'est Isaac Del Toro et Giulio Ciccone, et vous le savez, Isaac Del Toro à 2,10, Giulio Ciccone à 6, et vous le savez, sur la première étape ils se sont cassés la gueule, ils ont quand même pris une bonne gamelle, et ça pour moi clairement ça laisse des values derrière. On sait que toujours 48 heures après une chute, c'est toujours là où c'est le plus compliqué. Alors même si maintenant il commence à y avoir des protocoles de récupération qui permettent aux coureurs de récupérer beaucoup plus vite,
bon, je suis pas non plus persuadé que Isaac Del Toro et Giulio Ciccone soient à 100% sur cette étape. D'ailleurs, Isaac Del Toro est coté à 2,10. Le field d'Isaac Del Toro peut pour moi avoir du sens, c'est-à-dire jouer la défaite d'Isaac Del Toro. Ça peut être véritablement une option. Maintenant, moi, sur cette étape, il y a un garçon qui me plaît énormément. Il arrête pas de progresser. Je vous en parlais, je vous évoquais son cas hier avec le transfert de Remco Evenepoel. C'est le Giulio Pellizzari qui a fini 6e du Giro, qui passe véritablement un cap cette année. Et pour moi, c'est sur ce type de course qui doit clairement se révéler. Donc il y a une cote victoire qui est à 17 que je vais prendre sur un 0,2% de bankroll, 0,02% de bankroll, voilà, 2 euros sur une bankroll à 10 000 euros. Je couvrirai également avec un top 3. Je pense qu'on aura du top 3 aux alentours de 3-4. Donc là, on aura un petit 0,07% de bankroll dans ces eaux-là. Mais pour moi, véritablement, la chute de Del Toro et Ciccone qui se sont foutus en l'air sur la première étape, ça offre des values sur ce qui se passe derrière. On bascule sur l'Arctic of Norway. Arctic of Norway, bah voilà, un course qui se déroule dans le froid en plein mois d'août. J'ai regardé la météo, il va encore faire froid. Les coureurs auront 5-6 degrés sur cette première étape. Voilà, on connaît l'Arctic of Norway, c'est très 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 punchy, c'est propice aux bordures. L'étape Rennes, 3e étape, on va avoir un talus de 3,7 km à 9% de moyenne. C'est un tour pour puncher très clairement. Donc pour moi, je pense que celui qui sera vainqueur de la 3e étape a de très très fortes chances de remporter cet Arctic of Norway. C'est plutôt assez bien coté. Christian Scaroni a dit qu'il l'avait préparé spécifiquement. Pareil, Tom Pidcock a dit qu'il venait un petit peu pour tester les jambes avant la Vuelta. Pour moi, il y a une petite value sur la victoire de Tom Pidcock au classement général que je vais prendre d'ailleurs. Il y a une victoire à 2,87. Je vais mettre 0,1% de bankroll. Tom Pidcock, c'est un parcours qui est totalement taillé pour lui. C'est punchy, c'est technique. L'étape Rennes, la 3e étape, c'est complètement dans ses cordes. Et en plus, Tom Pidcock, c'est un mec qui adore le froid, c'est un mec qui adore le temps de merde. Donc voilà, petite value sur Tom Pidcock, 0,1% de bankroll. Après, il y a quand même de la concurrence. Je vous ai parlé de Scaroni. Les Uno X, ils sont à domicile. Ils vont vouloir également en foutre de partout. Donc voilà, il y a quand même un petit peu de concu sur cet Arctic of Norway. Et puis voilà, Pidcock peut être aussi pris dans une bordure. C'est pas non plus impossible. Au niveau de la première étape, alors attention, logiquement sprint punchy, avec des petites ascensions d'1,5 km. Le favori, c'est Corbin Strong, sauf que une fois qu'on va avoir passé la dernière ascension qui se situe à 28 km de l'arrivée, une côte de 1,5 km à 7% de moyenne, les coureurs vont se prendre un vent de dos, mais un vent de dos en plus en bord de mer, et là ça peut vraiment péter et ça peut vraiment bordurer dans tous les sens et dans tous les coins. Donc voilà, à première vue comme ça sur le papier, je vous aurais dit sans vent, bon oui, Corbin Strong, ça paraît assez logique, en plus sur un sprint un peu punchy. Mais je me méfie et on pourrait même avoir un scénario échappé matinal un peu sur qu'on avait vu sur la première étape du Tour de Norvège. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas un peloton de 120-130 coureurs à l'arrivée. Je pense que ça va arriver en grappe, en petits groupes, et on risque d'en avoir de partout sur cette première étape de l'Arctic of Norway. On va basculer sur le Tour de Pologne. Bon bah dernière étape pour les sprinteurs. Bon pour moi scénario sprint, même si on a une petite ascension, on va dire à 60 km de l'arrivée. D'ailleurs c'était assez sympa pendant le Tour de France. Je sais pas si vous avez entendu, mais Lilian Calmejane expliquait un truc. D'ailleurs très bonne recrue pour France Télévisions. Lilian Calmejane. Il y a un internaute qui lui demandait. Pourquoi sur certaines étapes de sprint, de sprint de plat, les équipes ne prenaient pas plus l'initiative pour foutre un petit peu le bordel. Et il expliquait quelque chose qu'on analyse assez souvent dans le coup tordu, mais ça m'a quand même un petit peu conforté. Il explique que le matin dans le bus, parfois, toutes les équipes viennent à peu près avec un sprinter, un demi-sprinter, et des fois dans le bus, tu sais que tu as un sprinter, au mieux, il va jouer un fond de top 10, mais sauf que le mec, il a un salaire de sprinter, et il est pas là pour rien. Et toi, t'as ce mec-là dans ton équipe, tu sais pertinemment que le mec va pas pouvoir gagner,
tu sais pertinemment que tu peux éventuellement jouer ta carte ou tenter un move de près, de loin qui a des choses à faire, mais sauf que le DS explique, il dit voilà, aujourd'hui ça va jouer au sprint et c'est pour machin. Et là, à partir de ce moment-là, t'es bloqué et tu ne bouges pas. Et il suffit qu'en fait, dans le peloton, même si on peut avoir un parcours qui peut être propice à des attaques, à des échappées, et des fois on se demande pourquoi il n'y a pas plus d'initiative de la part des équipes, c'est simplement dans le bus le matin, les DS bloquent la course, ils donnent des consignes et il suffit qu'il y ait 7, 8, 10 équipes qui viennent avec un sprinter, et généralement plus de la moitié des équipes viennent avec un sprinter ou un demi-sprinter, après c'est mort, c'est terminé. Et moi je me mets à la place du sprinter si vous voulez, tu te fais chier, tu passes la montagne, t'es payé pour... Mais imaginez-vous, vous êtes sprinter. Vous passez la montagne, c'est compliqué, c'est pas votre spécialité. Vous avez aussi un peu envie de vous amuser. C'est comme quand on est petit, quand on joue au foot. De temps en temps, on a aussi un peu envie qu'on nous passe le ballon. Donc très souvent, on a des courses cadenassées juste parce qu'on a envie de passer le ballon au sprinter de l'équipe. C'est pour ça que quand il y a beaucoup de sprinters qui abandonnent, ça libère un petit peu les autres équipes. Et très souvent, c'est ce qu'on voit sur les 18 ou 19e étapes des grands tours, quand on a une sorte d'étape de transition comme ça entre deux étapes de montagne. Donc là, pour moi, ça sera pas le cas. Il y a encore pas mal de sprinters sur la start list. Attention, sprint, on va dire assez punchy, côte de 700 mètres à 3,9% de moyenne. Pour moi, on arrive à la limite des sprints un peu punchy. Il y aurait un peu plus de pourcentage, je vous aurais dit Dorian Godon. Moi, je vais aller sur la victoire de Paul Magny. Alors attention, j'exclus pas du tout que Olaf Koy puisse remporter l'étape. Déjà, il va y avoir un mal de crâne, parce que sur ce profil, entre Koy ou Brynan, Brynan n'a pas l'air complètement dans ses baskets sur ce Tour de Pologne, mais entre Koy ou Brynan, franchement, moi je serais DS, j'irais plutôt sur Brynan, sur un final comme ça assez punchy, même si Koy a déjà performé sur ce genre d'ascension. Mais voilà, Paul Magny, petit sprint comme ça en faux plat montant, on arrive sur une cadence de pédalage qui est quand même un petit peu différente. Moi je pense que sur ce type d'ascension en faux plat montant, s'il réussit à se placer, pour moi, c'est déjà l'un des meilleurs du monde. Un petit peu, on va dire, à l'ancienne, à Peter Sagan, qui, sur ce type de sprint à 4% de moyenne, était complètement imbattable quand il était à son prime. Je vois un petit peu le même destin, si vous voulez, à Paul Magny. Donc, Paul Magny, on a une victoire aux alentours de 3,75, 3,50 à peu près. Voilà, 0,12% de bankroll pour moi, pour la victoire de Paul Magny sur cette 4e étape du Tour de Pologne. Je vais vous faire un récapitulatif de tout ce que j'ai pris, parce que on n'a pas mis des grosses mises non plus, mais on a quand même pris pas mal de choses. Donc sur l'Arctic of Norway, il y a un PLT classement général sur la victoire de Tom Pidcock à 2,87. L'ABK, c'est 0,1% de bankroll. Sur le Tour de Burgos, on a une victoire de Giulio Pellizzari à 17 à 0,02% de bankroll et un top 3 que j'estime à peu près à 0,07% de bankroll. Je vous confirmerai tout ça demain matin sur le compte X, sur le compte Twitter du Coup Tordu, et me demandez pas de mettre les pronostics sur d'autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou ailleurs. On va se faire kicker, on pourra pas le faire, et encore moins sur TikTok, bien évidemment. Au niveau du Tour de l'Ain, on sera sur la victoire de Nicolas Prudhomme, la cote à 3,75 et 0,12% de bankroll. Et enfin, pour terminer donc sur ce Tour de Pologne, la victoire de Paul Magny à 3,50. Je pense que vous pourrez choper un petit peu mieux à pareil, Paul Magny, on va remettre 0,12% de bankroll. Voilà pour le Coup Tordu. Vous retrouvez Thibaut sur son compte X, son compte Twitter alias Thibaut Chambre, les analyses d'Enzo sur son site The Big Gear, le Coup Tordu présent sur tous les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, sur Twitter, sur X, sur TikTok bien évidemment, Instagram. Alors le compte Instagram, c'est intéressant, qui commence à décoller. Ma petite analyse de la victoire de Pauline Ferrand-Prévot, ça a bien pris, c'est presque 100 000 vues en reel sur Instagram. Et voilà, puisque j'aime bien dans le Coup Tordu, c'est quand vous écoutez le podcast, vous comprenez mon analyse, vous comprenez ce que je dis. On peut être d'accord, pas d'accord, mais on se comprend. Par contre, je vois sur les réseaux sociaux, ça me fait rire, parce que quand j'avais expliqué sur Pauline Ferrand-Prévot un petit peu comment j'analysais sa victoire, je commence mon propos en expliquant que depuis l'âge de 12 ans, elle fume absolument tout le monde.
elle a gagné dans toutes les catégories, elle a une première vie sur route où elle a été championne du monde, qu'elle ne sort pas de nulle part. Mais bien évidemment, si vous faites un reel sur les réseaux sociaux, vous allez sortir 1 minute 30 du podcast et vous allez pas mettre une demi-heure de podcast parce que c'est pas possible. Et d'ailleurs, quand on met podcast le coup tordu, c'est pour inciter des nouveaux auditeurs à venir découvrir le podcast. Mais bon, ça c'est la nature humaine. Si vous voulez, il y a des gens, mais tu sais pas que depuis 12 ans elle gagne machin. Si, je le sais, espèce d'abruti, je l'ai dit en amont du podcast. Mais bon, ça c'est le jeu, c'est comme ceux qui jugent les films juste en regardant la bande-annonce, ou qui jugent les articles de journaux juste en regardant les gros titres. Voilà, faut toujours cliquer, faut toujours fouiller et faut toujours se méfier des gros titres. Mais ça, moi, c'est quelque chose qui ne me pose absolument aucun problème. Merci pour cet épisode, c'était bien sympa et on se retrouvera probablement demain pour la suite de ce début de mois d'août qui est très très chargé et je vous le dis pour moi qui est tout aussi bandant qu'un Tour de France.